Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, j'enlève ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc réunis pour un nouveau cours à distance. C'est un cours de biochimie, biochimie structurale. On a fini avec l'enzymo, ça y est. Et on attaque à présent les acides nucléiques. Ça va nous prendre quelques cours quand même. Ces acides nucléiques. Alors attendez. J'agrandis un petit peu cette carte mentale que bien évidemment je vous mettrai le lien pour que vous puissiez l'utiliser si vous le souhaitez. Alors les acides nucléiques, tout d'abord une définition. Un acide nucléique est une macromolécule qui a des propriétés acides. Au départ, c'était la première définition, c'est comme ça qu'on l'a caractérisée, propriété acide. Et elle était localisée, la première fois qu'on l'a décrite, au niveau des noyaux cellulaires. C'est pour ça qu'on l'a appelée acide nucléique, nucléique pour noyau. C'est une ancienne définition, parce que bien évidemment, il y a aussi des acides nucléiques dans les cellules prokaryotes. Je vous rappelle que les cellules prokaryotes, comme les bactéries, n'ont pas de noyau, donc c'est un peu bizarre de parler d'acides nucléiques chez les prokaryotes. Mais bon, il y a aussi des acides nucléiques sous forme d'ARN en dehors du noyau d'une cellule eucaryote, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Donc vous avez vu que cette appellation, finalement, elle est ancienne, mais elle a été conservée telle qu'elle. Donc on distingue deux types d'acides nucléiques, que vous connaissez sans doute. Il y a l'acide désoxyribonucléique, ADN, je vous ai mis des majuscules, A pour acide, désoxyribo pour D, et nucléique, N. D'accord? Ça c'est l'ADN. On verra tout à l'heure un peu pourquoi on parle de désoxyribo, qu'est-ce que ça veut dire, on verra au niveau structural ce que ça veut dire. Et puis il y a l'ARN qui est l'acide ribonucléique. D'accord? Alors, vous pourriez me dire, pourquoi on n'a pas mis le R de ribo? On aurait pu l'appeler ADRN. Ça aurait été un petit peu compliqué. Bref, on l'a appelé ADN. Et celui-ci, on l'a appelé ARN. Alors, au niveau organisationnel, ce que je vais vous montrer là, c'est un petit peu de la biologie cellulaire. Mais pour moi, c'est quand même important, même en biochimie structurale, de faire un petit peu le lien cellulaire. Mais c'était des notions quand même assez importantes à voir. Alors, tout ça pour vous dire qu'au niveau d'une cellule eucaryote, on a un noyau, et que suivant la phase de développement de la cellule, eh bien parfois ces noyaux sont condensés sous forme de chromosomes. Je vous rappelle que dans les cellules humaines, on a 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes. Et qu'est-ce qu'un chromosome? Eh bien, ce sont des molécules d'ADN qui sont hyper condensées, surenroulées. C'est de l'ADN surenroulé, hyper condensé, autour de structures protéiques qu'on appelle des histones. Donc l'ADN va s'enrouler autour d'histones, ça va former des nucléosomes qui vont eux-mêmes s'hyper enrouler pour former des chromatides, et deux chromatides forment un chromosome. Et il y a 23 paires de chromosomes qui sont compactés, qui sont enfouis dans le noyau de la cellule. Donc beaucoup d'informations, très compactées, confinées, j'ai envie de dire, dans cette période de confinement. Et puis, ça c'est au niveau des cellules eucaryotes, mais chez les prokaryotes, c'est un petit peu différent, comme vous le savez, puisque, par exemple, chez une bactérie, vous avez un génome qui est beaucoup plus petit, déjà. Ce génome, il est circulaire, donc il n'y a pas 36 000 génomes, il y en a un seul. Il est unique et circulaire, double brin. Et en fait, ce génome n'est pas tout simplement libre, comme ça. Il subit une contraction morphologique, c'est-à-dire qu'il va se super enrouler, se torsader, un peu comme un élastique que l'on fait subir une torsion. Donc il est super enroulé à l'intérieur du cytoplasme de la bactérie. Et de temps à autre, bien évidemment, la bactérie elle a besoin d'aller chercher l'information qui est dans les brins d'ADN, donc elle va désenrouler un petit peu, désensuperrouler, on va dire, ce génome, et puis elle va ouvrir les deux brins d'ADN pour accéder à l'information. Et un petit peu comme ce que l'on observe chez les eucaryotes, eh bien, il y a un cœur protéique sur lequel viennent se rattacher justement différentes parties du génome, ce qui permet un petit peu d'avoir accès à des chapitres de l'information, et de temps à autre vous avez certaines parties super enroulées qui se désenroulent, et donc la bactérie peut avoir accès aux informations que contiennent certains gènes. Mais tout ça c'est de la biologie cellulaire, c'est vraiment pas le but de ce cours. Donc nous on va revenir à nos notions de biochimie structurale. On va tout d'abord parler dans ce cours de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire l'ADN. Alors, dans un premier temps, donc on va parler de la constitution de l'ADN, puis après on verra sa structure. Au niveau de la constitution, il est constitué, cet ADN, de 3 éléments. Ces 3 éléments sont une base azotée, un ose et un groupement phosphate.
Alors, la question, je sais, la question que vous allez me poser, c'est est-ce qu'il faut savoir par cœur ce cours? Est-ce qu'il faut savoir redessiner les bases azotées? Est-ce qu'il faut savoir redessiner les oses? Est-ce qu'il faut les connaître? La réponse est oui, obligatoirement, comme pour les acides aminés. Une bonne connaissance structurale vous permettra d'avoir une bonne compréhension au niveau des métabolismes, c'est très important. Et puis aussi au niveau des interactions moléculaires, donc de la biologie cellulaire. Bon. Alors parlons d'abord des bases azotées. Les bases azotées de l'ADN. Alors pourquoi je dis spécifiquement de l'ADN? Parce qu'en fait, vous allez voir que les bases azotées de l'ARN sont quasiment les mêmes, sauf pour une, où il y en a une qui est un petit peu différente. Donc parlons d'abord des bases azotées de l'ADN. Elles sont au nombre de 4, donc il y a 4 bases azotées, et elles se divisent en 2 groupes. Le premier groupe des bases azotées, c'est ce qu'on appelle les bases azotées pyrimidiques. Alors pourquoi pyrimidiques? Eh bien parce qu'elles dérivent d'une protéine qu'on appelle la pyrimidine. Donc voilà à quoi ressemble la pyrimidine. Elle est très très facile à dessiner. C'est un noyau à 6 atomes. Donc je dessine un cycle à 6 atomes. Et puis je mets à 18h et à 22h, j'écris 2 azotes. Enfin, je dessine les doubles liaisons conjuguées. Donc j'en mets une à droite, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison. Et je fais le tour. D'accord? Les doubles liaisons sont conjuguées. Ça, c'est la pyrimidine. Et dans nos cellules, la pyrimidine va subir différents ajouts moléculaires, chimiques, qui vont conduire, au niveau du métabolisme, à créer des bases azotées, telles que la thymine et la cytosine, qui sont donc des bases azotées pyrimidiques, c'est-à-dire qui dérivent de la pyrimidine. En voilà deux, la thymine, le T, et la cytosine, le C. Est-ce qu'il faut connaître par cœur ces noms? Oui, il faut les connaître par cœur, il faut savoir les écrire et les prononcer. Est-ce qu'il faut savoir les dessiner par cœur? La réponse est oui. Voici la thymine. Alors, au niveau de ce cycle, eh bien, elle a en plus 2 groupements cétaux, un à 16h et un à midi. Et en plus, la thymine, elle a un groupement méthyle à 14h. Tandis que la cytosine, elle a un groupement céto à 16h et puis un groupement amine à midi. Donc ça, c'est les bases pyrimidiques. Et puis voici donc les 2 autres bases azotées, parce qu'au total, il y en a 4. Ce sont ce qu'on appelle les bases puriques. Pourquoi? Parce qu'elles dérivent de la purine. Alors, la purine, elle pourrait apparaître un petit peu plus complexe à dessiner, mais en réalité, elle n'est pas si complexe que ça, vous allez voir. C'est en fait de la pyrimidine. Vous reconnaissez, j'espère, la pyrimidine, avec en plus un cycle à 5 atomes qui est collé, qui est conjugué. Et sur cycle à 5 atomes, eh bien, il a 2 azotes, un en bas, un en haut, et il y a une double liaison qui est conjuguée avec celle-ci. Double liaison, simple liaison, double liaison. Attention, ici, vous avez 2 simples liaisons interrompues par une azote. Ça, c'est la purine. Et tout simplement, à partir du moment où on sait dessiner une purine, eh bien, on sait dessiner l'adénine. Puisque à midi du premier cycle, on a juste à rajouter une amine primaire, un groupement NH2. Tandis qu'au niveau de la guanine, eh bien, ce NH2 qui était à midi se retrouve à 16h, et à midi, on remplace par un groupement céto. Voilà, on obtient donc l'adénine et la guanine. Alors il faut savoir les dessiner. Donc, petites astuces pour savoir la dessiner. Allons-y, essayons de dessiner. Ce que je dois vous dire, c'est que c'est la 2e fois que je reprends ce cours, parce que la première fois, quand j'ai essayé de vous les dessiner, je me suis un petit peu planté, donc il a fallu que je reprenne l'enregistrement, c'est complètement nul. Toute la question qui se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que je vais être capable de vous les dessiner. Alors, commençons simple. Commençons par dessiner la purine. Alors, dans ma tête à moi, la purine, elle est pure. Et pourquoi elle est pure? Parce qu'elle est belle et grande. Donc c'est en fait le plus grand cycle. Donc c'est celui qui a en fait 2 cycles. Un à 6 atomes, un à 5 atomes. On essaie de faire quelque chose d'un peu géométrique. On n'oublie pas, ici à 10h et à 18h, j'ai 2 azotes. Et puis j'ai un azote ici au nord et puis un autre azote au sud. Voilà, c'est la base. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que ici, toujours, on a une double liaison qui est conjuguée. Double, simple, et de nouveau double. Comment s'appelle cette molécule? C'est la purine. Voilà. À partir de la purine, on va pouvoir alors dessiner simplement l'adénine. Donc on retourne, on dessine à nouveau une purine. Je me suis amélioré, vous avez vu. Je mets mes 2 azotes à 10h et 18h, un au nord, un au sud, je mets ma double liaison,
et je conjugue ici. Ah, je vais oublier celle-là. Il y en a une là qu'il ne faut pas oublier. Et comment on fait l'adénine? Eh bien c'est simple, on fait de la purine, et puis à midi, on met un NH2. Ça y est, j'ai fini. Ça, c'est l'adénine. Quant à la guanine, bien la guanine, c'est pareil. Je recommence. Je mets ma purine. Hop, c'est pas terrible. Un à 10h, enfin à 22h et un autre à 18h. Un au nord, un au sud. Doublon conjuguée. Voilà, j'oublie pas ici. Et là, il se passe un truc assez marrant. C'est que ce NH2 là, celui-là là, qui était en haut, donc moi je le symbolise avec mon doigt là-haut, à midi, et bien tout à coup le pouce s'ouvre, et là ce qui se passe c'est que ça s'inverse. C'est-à-dire que le NH2 qui était en haut à midi, il passe à 16h. Alors je sais bien que la caméra est inversée, donc, mais je pourrais vous le faire comme ça. Il passe à 16h et apparaît un groupement CO, ici là. Le CW11O apparaît à midi. Donc en fait ça se passe comme ça. Ici il va y avoir mon NH2 qui passe à 16h, et ici il va y avoir un CW11O. Et c'est là que vous devez faire super gaffe, parce que il faut compter les doubles liaisons. Alors comptons les liaisons. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. 5 liaisons, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une liaison en trop. En fait, la liaison qui est en trop, je prends la gomme, c'est celle-ci. Vous avez vu, j'ai enlevé juste la double liaison qui était là. Est-ce que là, ça pose un problème? Non. 1, 2, 3, 4, 4 liaisons autour de ce carbone, pas de problème. Voilà, donc j'ai réussi à dessiner ma guanine, et j'écris ici guanine. C'est fait. Ça, c'est les bases puriques. Les bases pyrimidiques. On commence par dessiner la pyrimidine. Rappelez-vous, c'est la structure de base à partir de laquelle on obtient les bases azotées pyrimidiques. Donc c'est le simple noyau à 6 atomes. Je dessine à 22h et à 18h mes azotes, et puis je mets mes bases conjuguées. Ça, c'est la pyrimidine. À partir de la pyrimidine, je vais donc pouvoir dessiner mes bases pyrimidiques. Et je vais commencer par la base C. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je mets mes azotes, je mets mes doubles liaisons conjuguées, bref, je redessine ma pyrimidine. Et là, je travaille à partir de la guanine. Pourquoi à partir de la guanine? Parce que pour l'instant, on a un C double O ici, et on a un NH2 ici. Donc là, le CO, NH2. Et en fait, encore une fois, je vais inverser. C'est-à-dire que le NH2 qui était à 16h, cette fois-ci, il passe à midi. Tandis que le C double liaison O, pardon, qui était à midi, il passe à 16h. Donc ici, je vais me retrouver, alors vous allez voir, ça va modifier bien évidemment des doubles liaisons. Je vais me retrouver avec NH2 en haut et un C double liaison ici. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu l'astuce de tout à l'heure. Ici, hop, j'enlève ma double liaison, et qu'est-ce que j'obtiens comme molécule? Eh bien, j'obtiens la cytosine. Tout simplement. D'accord? Ça, c'est la cytosine, et il en reste une dernière. Donc je recommence ici, je redessine ma pyrimidine, je mets mes 2 azotes, et là la cytosine elle est un petit peu particulière au final, c'est que j'en étais, je sais plus, j'en étais ici NH2 CW11O avec ma cytosine, et bien de nouveau j'inverse. En fait il n'y a pas besoin vraiment d'inverser. Ce qui se passe avec la thymine, c'est la dernière, c'est qu'il y a des CW11O de part et d'autre. Et à la question de savoir où est-ce que je mets les doubles liaisons, vous comprenez bien que si j'ai un C double liaison là, O, et un C double liaison O ici, ben je ne peux pas mettre mes doubles liaisons, je ne peux pas en mettre là, et je ne peux pas en mettre là. Donc il n'y a qu'une seule double liaison, et ce qui est très important au niveau de la thymine, de ne pas oublier, c'est de rajouter le méthyle. Et voilà, tout simplement, ça c'est la thymine. Donc voilà comment on dessine simplement les bases azotées de l'adénine ATCG. Je suis très content parce que j'ai réussi à le faire alors que tout à l'heure je n'avais pas réussi. Voilà. Donc je reviens un petit peu sur le cours. Donc on a été là. Les bases, donc 4 bases, deux ensembles de bases, les bases pyrimidiques et les bases puriques. Ok? Ça c'était les bases azotées. Parlons à présent des oses. Alors les oses, là aussi il va falloir les reconnaître, savoir les dessiner. Bon, dans un premier temps, on est sur le cours de biochimie des acides nucléiques. C'est pas bien grave si vous n'arrivez pas totalement à tout comprendre et tout assimiler au niveau des oses, parce qu'on va faire plus tard le cours en 2e année sur les glucides. Donc on reviendra sur la notion de ribose.
mais dès maintenant, il faut savoir dessiner, et vous allez voir que ça, c'est quand même très très simple. Alors, l'ose de l'ADN, il se nomme le bêta-D de désoxyribose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà les molécules. Donc je le redis, l'ADN, lui, il utilise le bêta-D de désoxyribose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce 2-désoxyribose, en fait, il provient du D-ribose. Alors, qu'est-ce que le D-ribose? Alors là, je vous ai mis tous les atomes. C'est pour ça que ça paraît un petit peu confus. Généralement, on ne dessine pas tous les atomes. Par exemple, vous voyez, les hydrogènes, généralement, on ne les dessine pas. Et donc, on s'amuse généralement à dessiner que les OH. Donc, généralement, on met un OH en haut, un OH en bas, un OH en bas, et puis un CH2OH. Donc ça, c'est des alcools secondaires. Ça, c'est un alcool primaire. Je vous ai déjà parlé des alcools secondaires et primaires. J'aurai bien évidemment l'occasion de vous en reparler plus en détail quand on fera du métabolisme. Donc, au final, le ribose, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un ose à 5 atomes de carbone. D'ailleurs, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous êtes attentif, vous devez remarquer que là, il y a des primes. 1 prime, 2 primes. Pourquoi il y a des primes? Eh bien, il y a des primes tout simplement pour ne pas les confondre avec les carbones, les atomes numérotés des bases azotées. Les bases azotées sont numérotées, les atomes sont numérotés avec des 1, 2, 3 sans les primes, alors que les atomes des riboses sont notés avec des primes. Et vous verrez que c'est très important. Et je suis sûr que vous commencez déjà à vous dire « Ah, mais c'est pour ça qu'on nous parlait de brin 5', 3', d'amorce 3', 3' OH. » Vous vous rappelez toutes ces notions que vous avez vues en BCM? Eh bien, c'est parce que justement, les atomes au niveau des riboses sont numérotés avec des primes. Ok? Alors, ce ribose, c'est un cycle à 5 atomes. Il n'y a que 4 carbones. Il y a un oxygène dans le cycle. Généralement, on le met en haut. On dessine notre maison et on met l'oxygène en haut. Ce qui est important pour désigner le ribose, c'est premièrement donc les 5 atomes, avec le 5e carbone qui est extracycle, premièrement. Deuxièmement, ce qui est important, c'est de dire si les groupements hydroxyle OH sont au-dessus du cycle ou en dessous du cycle. Encore une fois, je vous le répète, je ne vais pas vous faire un cours sur les glucides. On verra toutes ces notions de géométrie des oses quand on fera le cours sur les glucides. Mais ce que vous devez savoir dès à présent, c'est que globalement, c'est un cycle à 5 avec 5 atomes, dont 5 atomes de carbone, dont un est extracycle. Et puis, vous avez des groupements hydroxyles de part et d'autre du cycle, avec notamment pour le ribose, 2 groupements hydroxyles, un sur le C2' et un sur le C3'. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que l'ADN utilise non pas le ribose, mais le 2-désoxyribose. Et en fait, c'est ici, il y a un atome d'oxygène qui est perdu en 2'. Donc, on dit que au carbone 2, on a enlevé l'oxygène, d'où on l'appelle le désoxyribose. Et vous voyez bien qu'ici, en 2', on n'a plus de groupement OH, on a un groupement H, hydrogène. Et c'est celui-ci qui est utilisé dans l'ADN. C'est cette ose-là, le 2-désoxyribose, qui est utilisé. Première notion. Deuxième notion importante, cet hydroxyle qui est ici, en 1', c'est lui qui va se lier à la base azotée. Et vous voyez qu'il est au-dessus du plan. Comme il est au-dessus du plan, on dit que la liaison ici, qui est une liaison glycosidique, elle est de type bêta, de configuration bêta, vers le haut. La configuration vers le bas, elle s'appelle alpha, bas alpha, moyen mémotechnique, AA, bas alpha, et puis O, bêta. Alors pour moi, le moyen stoichiométrique, le moyen mémotechnique à la noix, c'est O, Bo, bêta. C'est complètement ridicule, mais c'est comme ça. Donc ici, vous avez une liaison glycosidique vers le haut, c'est la liaison bêta-glycosidique. Okay? Et au final, eh bien, cette molécule s'appelle donc le bêta-D2-désoxyribose, et c'est cette ose-là qui va intervenir dans l'ADN. Ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, c'est que, et ça il faut le savoir par cœur aussi, l'ose dont on vient de parler, le bêta-D2-désoxyribose, va s'associer avec les bases azotées dont on vient de parler tout à l'heure, pour former ce qu'on appelle un désoxyribonucléoside.
que veut dire un désoxyribonucléoside? Alors déjà, nucléoside, eh bien, nucléoside, c'est une base azotée, oside, qui s'associe avec un ose. Donc, les bases azotées dont on a parlé tout à l'heure vont se conjuguer, vont s'associer avec le désoxyribose. Et ça donne ceci. Et ceci n'est rien d'autre qu'un nucléoside particulier, puisque vous voyez que là, en 2', il n'y a pas de groupement OH, c'est donc un désoxyribonucléoside. Tout ceci sont 4 désoxyribonucléosides, c'est le nom générique, et chacun est spécifique puisque la base azotée est différente, donc il y aura 4 noms différents. Donc ici, par exemple, vous reconnaissez, je l'espère, CO, CH3, le CH3, c'est donc le désoxyribosylthymine, on finit par il. C'est un peu comme pour les polymères d'acides aminés. On finit par il parce que c'est un résidu. Donc le désoxyribosyl, c'est parce que c'est un résidu de ribose qui est associé à la thymine, donc désoxyribosylthymine. Et c'était un nom très complexe, donc on a préféré l'appeler autrement. Et ce désoxyribosylthymine s'appelle en fait la thymine. Pardon, la thymidine. Donc, tout ça pour vous dire que la base azotée s'appelle la thymine, mais l'ensemble, le nucléoside, s'appelle la thymidine. Et c'est pareil ici, pour la base azotée qui s'appelait la cytosine, eh bien, le nucléoside s'appelle la désoxycytidine. Donc, cytidine, ok? C'est le désoxyribosyl cytosine, c'est-à-dire désoxycytidine. Ici, vous avez l'adénine, c'est beaucoup plus simple. Écoutez bien, l'adénine devient l'adénosine. Et la guanine devient la guanosine. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce que si vous regardez dans le détail, on comprendrait assez bien qu'une adénine, on entend adénine, on comprend que c'est une base azotée, donc c'est juste la base. Elle devient adénosine, donc on comprend qu'elle s'associe avec un ose. Donc dans adénosine, on comprend bien qu'il y a la base et l'ose. Donc de passer de adénine à adénosine, ça paraît tout à fait logique. De passer de guanine à guanosine, ça paraît tout à fait logique. De passer de thymine, on s'était attendu finalement à l'appeler thymosine, par exemple. Eh bien pas du tout, elle ne s'appelle pas thymosine, elle s'appelle thymidine. Et de même, la base azotée de départ, la base azotée C, et bien au départ, malheureusement, elle s'appelle cytosine. Dans cytosine, on entend un ose. Mais non, la cytosine, c'est la base azotée. Et donc, on ne pouvait pas l'appeler la cytosine. C'était pas possible. Bon. Bref, ça s'appelle la cytidine, en rappel à la thymidine. Donc, au niveau des dénominations, c'est vrai que là, il va falloir faire un effort de par cœur. Les bases azotées sont les suivantes. Thymine donne thymidine associée à l'ose. Cytosine donne cytidine associée à l'ose. Plus simple, adénine donne adénosine, guanine donne guanosine. Ceux-ci, ce sont les désoxyribonucléosides. Ce sont des ribonucléosides, mais comme en 2', ils n'ont pas le groupement hydroxyle, on les dit désoxyribonucléosides. D'accord? Et ça y est, on en a presque fini avec les constituants de l'ADN, parce qu'il nous en manque un quand même, il nous manque le groupement phosphate. Alors parlons du groupement phosphate. Groupement phosphate, on l'a déjà vu en cours, en TP, c'est rien d'autre que l'acide phosphorique. Et je vous rappelle que cet acide phosphorique est un petit peu particulier, puisque c'est un triacide. Alors vous allez me dire, mais monsieur, un triacide, normalement un acide, c'est RC-OOH. Alors c'est vrai que là, on n'a pas un carbone, hein, c'est un phosphore. Ce phosphore a une valence particulière puisqu'il est capable de faire 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. Au niveau de ces 5 liaisons, cet acide phosphorique, en fait, il a 3 acidités. Regardez bien, imaginez que ce phosphore ici soit un carbone. Vous avez donc carbone, double liaison O, OH. Ça, c'est une acidité. D'accord? Cet hydrogène-là est susceptible d'être donné par cette acidité. C'est un caractère acide. Mais il y a aussi un doublaison O ici, OH, c'est une deuxième acidité. Et enfin, un doublaison O, OH, une troisième acidité. Bref, cet acide phosphorique a 3 acidités. Et vous allez le voir tout à l'heure, c'est très important. C'est que cet acide phosphorique, en fait, va se lier d'un côté, il va prendre une acidité,
il va se lier de l'autre côté, il va prendre une deuxième acidité, et il va lui rester une troisième acidité qui ne sera pas prise du tout. Et cette acidité qui ne sera pas prise va lui conférer en fait son caractère acide des acides ribonucléiques. L'acide ribonucléique a un caractère acide parce que sur les 3 acidités, eh bien, il en reste une qui n'est pas prise dans un ester. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, l'acide phosphorique, un triacide. Cet acide peut former des liaisons ester avec des alcools. Alors, c'est quelque chose dont je vous ai 1000 fois parlé. Donc, voilà un acide carboxylique pour le coup. Voici un alcool. On lui a mis R' ici, ce radical R' pour ne pas le confondre avec le radical R. Et je vous ai mis une couleur un petit peu rosée sous cet alcool. C'est pour voir où passer un petit peu les atomes. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, ce groupement hydroxyle ici de l'acide vient prendre le proton de l'alcool. Et quand vous faites OH plus H, ça fait H2O. Et ce groupement H2O est un bon groupement partant, ça libère une molécule d'eau. Donc ça, c'est une réaction d'estérification. C'est-à-dire que quand vous faites un ester, donc ceci est un ester, et bien en même temps, vous faites de l'eau. Et en même temps que vous faites de l'eau, vous faites donc de l'ester, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste ici? Eh bien, il reste R'(O). L'oxygène ici ne peut pas rester tout seul puisqu'il a perdu son hydrogène. Eh bien, en fait, il vient se lier à la place de ce groupement partant sur ce carbone. Et ça donne ici un ester, RC, double liaison O, OR'. Donc je vous ai mis le rose ici, c'est ce qui venait de l'alcool. Et donc là, on a formation d'un ester, c'est une estérification. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre acide phosphorique, il a en fait 3 acidités. Et comme tous les acides, eh bien, il peut réagir avec des alcools. Alors vous allez me dire, mais monsieur, sur le cours des acides nucléiques, on n'a pas parlé d'alcool. Si, on a un petit peu, enfin, on n'a pas vraiment parlé d'alcool, mais on a parlé de groupement hydroxyle, rappelez-vous. Voilà. Le ribose, en fait un ribose, un ose, c'est quoi? C'est une molécule carbonée qui porte des groupements hydroxyles, notamment en 5', on a un alcool primaire, et en 3', on a un alcool secondaire. Ce sont des alcools qui vont réagir, chacun d'entre eux va réagir avec une acidité de l'acide phosphorique. Ici, vous allez voir une fonction ester, avec un acide phosphorique en bas, et en haut vous allez voir une autre liaison ester avec un acide phosphorique en haut. D'accord? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on vous dit, les acides peuvent former des liaisons ester avec des alcools, et voilà ce que ça donne. Figure 9, les désoxyribonucléotides sont des esters phosphoriques de désoxyribonucléosides. Alors, j'aimerais que vous concentriez un petit coup là-dessus, quelque chose de très important. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Base azotée plus ose. Ça s'appelle un ribonucléoside. Ribonucléoside, c'est-à-dire c'est un ribose associé à une base. D'accord? Alors que ici, on a des désoxyribos, des ribonucléotides. Donc, quand on vous parle de nucléotides, vous devez comprendre que c'est la brique, c'est la brique de base du polymère ADN. La brique de base, c'est base azotée, ribose, acide phosphorique. Et là voilà, notre brique de base, les 3 éléments, et ça forme un nucléotide. Donc nucléotide, c'est les 3 éléments associés. Par contre, nucléoside, c'est 2 éléments associés, il manque l'acide phosphorique. Donc de mon nucléoside, je rajoute ici l'acide phosphorique, et l'acide phosphorique va pouvoir se lier avec une fonction alcool. Alors je vous ai dit qu'il y avait 2 fonctions alcool possibles. Il y a cet alcool qui est sur le carbone 5, celui qui est ici. Vous avez un CH2OH, CH2OH. Donc sur le 5', vous avez un OH. Ce OH peut se lier avec l'acide phosphorique pour former une liaison ester. Alors là, vous avez le OH, et là, vous avez le OH de l'acide phosphorique. La liaison ester, elle est ici. Donc mon ester, il est ici. Donc j'ai un acide phosphorique qui s'est lié avec le 5'OH de mon nucléoside. Donc j'ai mon nucléoside plus l'acide phosphorique. Ceci n'est autre qu'un nucléotide. Oui, mais c'est lequel? Eh bien, regardez, c'est rien d'autre que, ici, la cytosine. Donc j'ai ma base azotée qui est la cytosine, qui s'est associée à un ribose. J'ai donc formé la cytidine. Oui, mais la cytidine s'est estérifiée avec l'acide phosphorique. Comment est-ce qu'on l'appelle?
eh bien on l'appelle du nom du nucléoside, c'est-à-dire la désoxycytidine, et on précise que sur le carbone 5', eh bien, elle est associée à un phosphate. Donc on dit 5' monophosphate. Désoxycytidine 5' monophosphate. D'accord? Comment est-ce qu'on abrège ce nom pour que ce soit plus simple d'écriture? Eh bien, on dit D pour désoxy, DCMP, désoxycytidine monophosphate. C'est vrai que là, on n'a pas l'information du 5', mais on sait que c'est ça. DCMP, c'est la désoxycytidine 5' monophosphate. Ok? Et puis, bien évidemment, là, je vous ai donné un exemple avec le C, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le C. Vous avez aussi cette autre molécule. Alors, j'espère que vous reconnaissez ici cette base azotée. C'est l'adénine, ribose, le désoxyribose, qui n'a rien en deux. Et vous voyez que, en fait, on ne met pas que on n'est pas restreint à mettre qu'un seul phosphate. En fait, les phosphates peuvent se conjuguer les uns aux autres. C'est-à-dire qu'ici, nous avons finalement un OH qui peut réagir avec un autre acide phosphorique. Et de nouveau, vous avez un OH qui peut réagir avec un autre acide phosphorique. Et cette molécule, vous la reconnaissez un petit peu, ça ressemble à de l'ATP, c'est-à-dire adénine plus ribose, c'est-à-dire adénosine, triphosphate, 3 phosphates. Mais ce n'est pas vraiment l'ATP que l'on connaît, qui s'utilise comme transporteur d'énergie. Parce que l'ATP n'est pas égal au DATP. Or là, on a du DATP. Vous voyez que sur le 2', le carbone 2', on n'a pas OH. Donc ici, on est sur l'ADN. On est sur le DATP. C'est une des briques de l'ADN. C'est-à-dire que tous les génomes, toutes les cellules, pour fabriquer de l'ADN, ont besoin de DATP. Mais aussi du DCTP, du DGTP et du DSATP. Quand on a les 4 briques, DATP, DGTP, DCTP, DTTP, à ce moment-là, on peut faire de l'ADN. Ok? Mais ne pas confondre le DATP avec l'ATP. C'est presque pareil, mais ça n'a pas du tout le même rôle. Ok? Donc voilà, on en a fini. On a décrit les 4 nucléotides qui existent, qui permettent, ce sont les constituants, donc ce sont les constituants de l'ADN. On va à présent pouvoir parler de la structure de cette molécule. Et un petit peu comme on avait vu avec les protéines, eh bien, il y a une structure primaire et puis il y a une structure secondaire. Parlons d'abord de la structure primaire de cet ADN. Alors, cet ADN, bien évidemment, j'espère que vous l'avez compris, c'est un polymère, c'est-à-dire que les briques vont s'assembler les unes aux autres. On a décrit de quoi étaient faites les briques de l'ADN, ce sont des désoxyribonucléotides. Eh bien, ces briques vont se lier les unes aux autres. Elles vont s'assembler et ceci est en fait un brin d'ADN. Donc l'ADN est un polymère de désoxyribonucléotides, c'est-à-dire c'est un brin d'ADN. Et vous l'aurez compris ici par ces liaisons entre briques, la liaison, ce qui fait liaison en fait, c'est l'acide phosphorique qui est lié au 3', OH, et qui est lié au 5' OH des 2 riboses. Donc ici, vous avez un brin d'ADN. Donc dans le détail, ça donne ceci. Alors, est-ce qu'il faut savoir redessiner ceci affirmativement? C'est obligatoire. Tous les ans, je donne une interro, un devoir, où je donne ce même dessin, mais il est incomplet, et c'est à l'élève de le compléter. Donc il faut savoir le dessiner. Alors là, on a fait simple, c'est-à-dire qu'on a mis base 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de dessiner. On peut écrire A pour adénine, on peut écrire T pour thymine. Donc une base 1, associée au désoxyribose. Vous voyez qu'en 2', on n'a pas mis de OH. Et puis en 3', on a un OH qui est estérifié. Donc là, j'ai un acide phosphorique qui est lié par une liaison ester. Et cet acide phosphorique fait une autre liaison ester avec le OH, le H a disparu, qui était en 5' de mon ribose. Et donc, j'ai finalement un lien, c'est ce qu'on appelle un lien phosphodiester. Phospho, parce que c'est l'acide phosphorique, diester, parce qu'il y a 2 liaisons estériques. 2 liaisons ester, pardon. Donc on nous dit, l'hydroxyle en 3' d'un désoxyribose, donc c'est lui, hydroxyle, est relié à l'hydroxyle en 5' du désoxyribose suivant, ceci par un lien phosphodiester, c'est-à-dire que l'acide phosphorique va jouer le rôle de lien, de pont. Et comprenez bien qu'un brin d'ADN
ce n'est rien d'autre qu'une succession de riboses, alors phosphate, ribose, phosphate, ribose, phosphate, ribose. Ça, c'est le squelette de l'ADN. Et associé au squelette, uniquement aux riboses, vous avez la liaison glycosidique. On leur parlera quand on fera le chapitre des glucides, mais vous avez une liaison à la base azotée. D'accord? Et tout ça forme donc le brin d'ADN. Et il y a une convention d'écriture, la convention d'écriture, un peu comme on avait vu avec les protéines, vous avez le NH2 qui est toujours écrit à gauche quand on écrit, NH2, gly, ser, as, etc. Et bien là, vous avez une convention d'écriture, on écrit toujours dans le sens 5', 3'. 5', A, G, T, A, C, G. Donc ça, c'est un brin d'ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 5', eh bien, ensuite on a le ribose, ensuite on a une base. Donc cette base, en fait, sera le A, puis un résidu d'acide phosphorique, puis de nouveau un ribose, et la deuxième base sera un G. Donc voilà comment on écrit. Donc quand on écrit un brin d'ADN, on n'a pas besoin d'écrire phosphate, ribose, A, phosphate, ribose, G. Non, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le contenu informationnel. Donc quand on fait de la biologie moléculaire et qu'on est au niveau de l'information génétique, et bien voilà la convention d'écriture 5', A, G, T, A, C, G, 3'. D'abord le 5'. Ok? Donc ça, c'est la structure primaire de l'ADN, c'est-à-dire un brin. Mais en fait, tout comme les protéines ont une structure tertiaire, voire quaternaire, c'est-à-dire parfois vous avez des sous-unités protéiques qui s'associent dans une structure quaternaire, et bien là, c'est pareil pour les acides nucléiques. Ils ont eux aussi une structure, vous allez voir, une structure secondaire. Et cette structure secondaire, elle a été décrite par deux scientifiques, mais en réalité pas que deux, tout un tas de scientifiques au cours de l'histoire de l'étude de ces molécules ont permis petit à petit de construire cette structure secondaire. Mais ceux qui ont vraiment permis lors d'un article de dire définitivement voilà la structure secondaire et qui ont eu le prix Nobel au final, ce sont deux chercheurs, Watson et Crick, qui ont eu le prix Nobel en 1962, et puis il y en a eu un autre, je ne me rappelle plus quel est son nom. Mais au final, il s'est avéré qu'il y avait une petite polémique, c'est-à-dire qu'ils ont pu décrire cette structure que voici, la structure de l'ADN, que vous connaissez forcément. C'est une structure en hélice torsadée, donc il y a deux brins interconnectés l'un avec l'autre, qui tournent l'un autour de l'autre sous la forme d'une espèce de colimaçon. Et ce qui a permis de déterminer cette structure qu'ils ont essayé ici de reproduire, c'est les études de diffraction au rayon X de cristaux d'ADN. Donc je vous ai déjà parlé des cristaux et de la diffraction au rayon X quand on a parlé des protéines. Si vous arrivez à faire des solutions protéiques très très pures, dans des conditions particulières, on arrive à former des cristaux. Et ces cristaux, quand on envoie dessus des rayons X, eh bien il y a une diffraction, donc il y a des rayons qui vont rebondir et qui vont agir sur une émulsion. On va avoir obtenu une espèce de photo de cette diffraction. Et l'analyse de cette photo, finalement, permet d'imaginer la structure dans l'espace de la molécule, la position de chaque atome. Et c'est cette chercheuse qui se nomme Rosalind Franklin qui a obtenu de très nombreux clichés à partir de diffraction de rayons X de cristaux d'ADN pur et qui a, elle, réussi à déterminer que effectivement les groupements phosphates étaient à l'extérieur et pas à l'intérieur de la chaîne d'ADN, contrairement à ce que pensaient au départ Watson et Crick. Donc on peut dire que finalement, ce sont eux trois qui ont réussi à déterminer cette structure secondaire particulière, cette structure secondaire, c'est-à-dire que en fait, la molécule d'ADN, c'est un double brin d'ADN. Alors le brin, on l'a décrit. Glucose, enfin ribose, phosphate, ribose, phosphate, ribose, phosphate. Et sur chaque ribose, il y a une base azotée. Par exemple, un A, un C, un G, un A, un C, un G, un T. D'accord? Ça, c'est un brin d'ADN. Et il se trouve que chaque base azotée est susceptible de s'accoupler, de se marier, de se lier, mais de manière très spécifique. On parle de complémentarité des bases, c'est-à-dire qu'on aura toujours C qui s'apparie avec G et A qui s'apparie avec T, avec donc un deuxième brin d'ADN. Premièrement. Donc, ce sont Watson et Crick
qui ont les premiers proposé un article scientifique présentant cette structure secondaire. Et vous avez vu sur cet axe ici, ils ont mis des pinces avec des structures ici un petit peu planaires pour représenter les cycles des bases azotées. Et ici, on reconnaît bien, hein, structure boulet-bâton un petit peu, ils ont essayé de représenter un ribose, et puis ici, vous avez un résidu phosphate. Donc ils ont essayé de représenter en 3 dimensions ce que pouvait être cette double hélice. Mais bon, bien évidemment, là c'est pour la photo. Derrière, vous avez un dessin. Vous avez un dessin de la molécule d'ADN et on retrouve ce qui est de très particulier au niveau de cette molécule d'ADN. Vous avez un petit sillon et un grand sillon. C'est ce que l'on observe très très bien ici. Regardez un petit peu ici, là, entre ces 2 brins d'ADN, vous avez un petit espace. C'est ce qu'on appelle le petit sillon. Et tout à coup, vous avez un grand espace, ce qu'on appelle le grand sillon d'ADN. C'est très important. Ce petit sillon, grand sillon, petit sillon, grand sillon se retrouve tout au long de l'ADN. Et il existe des protéines qui vont venir se glisser précisément soit dans le petit sillon et qui vont mettre un autre bras protéique dans le grand sillon. Donc ce sont des configurations spatiales très importantes. Et puis, on retrouve d'autres caractéristiques très importantes, ce 3,4 nanomètres ici et ce 2 nanomètres dont on reparlera tout à l'heure. Alors donc je vous le disais, il y a donc 2 filaments d'ADN antiparallèles enroulés en double hélice. Alors ça veut dire quoi antiparallèle? Eh bien, on a vu tout à l'heure, on a vu ici que le brin d'ADN était orienté, c'est-à-dire qu'il y a un ribose, il y a un 5' qui est lié à un phosphate, puis après il y a un autre ribose, on a l'extrémité 3'OH qui est lié à un phosphate, qui rejoint le 5', qui rejoint le ribose, puis après le 3'. Donc en fait, ici, on est toujours orienté 5', 3'. On pourrait se poser la question, est-ce que les 2 brins d'ADN sont orientés dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens parallèle? C'est-à-dire ici, extrémité 5' et ici 5' et au bout 3', 3'. Eh bien non, pas du tout. En réalité, dans le vivant, les 2 brins sont antiparallèles. C'est-à-dire que si là j'ai un 5', 3', et bien là, ça commence à 5' et ça va à 3'. Donc les 2 brins sont antiparallèles. Et ça, c'est absolument incroyable au niveau structurel. Et puis, autre chose importante, c'est que les bases azotées sont à l'intérieur des 2 brins. C'est ce qu'avait réussi à démontrer grâce à cette figure, ce qu'avait réussi à démontrer Rosalind Franklin. Autre chose à savoir donc, le pas de l'hélice. Alors, une petite animation, je ne sais pas si on va la voir. Oui, voilà. Sur cette animation de cette molécule en 3 dimensions, ce que l'on peut voir, ce que l'on retrouve parfaitement bien, essayez de vous concentrer un petit peu votre cerveau et vos yeux, on retrouve le petit sillon, et ici le petit sillon, et là vous avez un grand sillon. Donc regardez bien, essayez d'accrocher un peu cette molécule qui tourne. Alors elle ne tourne pas totalement, hein, parce qu'en réalité à un moment donné ça décroche et ça reprend le GIF. Mais vous verrez bien que cette molécule qui tourne, elle a un petit sillon et qu'elle a un grand sillon. Et que le petit sillon, en fait, il se répète et le grand sillon se répète. D'accord? Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau structural. Alors, le pas de l'hélice. Le pas de l'hélice, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la distance qui sépare un endroit, une position de l'ADN pour revenir à la même position mais plus loin. La même topologie, la même topographie. C'est-à-dire, quand je démarre ici au début du petit sillon, si je veux me retrouver pareil au début du petit sillon, mais du petit sillon suivant, quelle est la distance? Eh bien, elle est de 3,4 nanomètres. Et puis, on peut se poser la question, sur ces 3,4 nanomètres, combien est-ce qu'il y a de paires de bases? Eh bien, là aussi, c'est une constante. C'est-à-dire que sur ces 3,4 nanomètres, sur ce pas, eh bien, il y a exactement 10 paires de bases, 10 paires de nucléotides. On parlera de paires de bases. D'accord? Et puis ici, quand on regarde la molécule, non pas en long, mais au niveau de la hauteur du cylindre, quand on la regarde, eh bien, on trouve un diamètre de 2 nanomètres. Et enfin, ce qu'il faut dire, c'est que chaque base azotée est liée par des liaisons hydrogènes. Alors voilà à quoi ressemblent les liaisons hydrogènes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On a déjà parlé des liaisons hydrogènes quand on a parlé des protéines, bien évidemment. Les liaisons hydrogènes qui viennent stabiliser la structure secondaire, j'espère que vous vous rappelez de ça. Eh bien, il s'avère que les bases azotées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles s'associent mais de manière complémentaire. On a toujours A qui s'associe en face d'elle, A
qui s'associe toujours avec T. Et regardez bien comme c'est bien dessiné ici. Vous avez un grand cylindre, parce que c'est une base purique, et qu'on sait que les bases puriques, elles ont 2 noyaux. La purine, elle est constituée de 2 noyaux. Donc on nous a fait un grand bâton, qui est toujours associé à la thymine. Et la thymine, c'est la base, enfin c'est le noyau pyrimidique qui est plus petit. Donc vous avez toujours un grand bâton et un petit bâton, A avec T. Et à l'inverse, eh bien vous avez toujours G, qui est un grand bâton, qui est associé avec un petit bâton, c'est-à-dire C. Donc au niveau de l'espace, que ce soit AT ou GC, bah, finalement, ça permet de garder un diamètre constant de cette double hélice d'ADN, de 2 nanomètres. D'accord ? Et donc, les bases azotées s'associent par liaison hydrogène. Qu'est-ce qu'une liaison hydrogène? Eh bien, une liaison hydrogène, c'est un hydrogène qui va partager des électrons. Il partage des électrons d'une part de manière covalente avec un atome électronégatif, donc soit par exemple un azote. Donc là vous avez une liaison covalente, donc le NH. Et bien cet atome d'hydrogène est capable de partager un petit peu ses électrons avec un autre atome électronégatif qui est pas trop loin. Ici un autre azote, mais d'une autre base azotée. Et de même ici vous avez un hydrogène qui est lié covalemment à une amine de l'adénine, qui va partager ses électrons avec un céto, donc un atome électronégatif de la thymine. Et ce qu'on remarque, j'espère que vous le remarquez, c'est que le couple AT construit 2 liaisons hydrogène, alors que le couple GC, lui, construit 3 liaisons hydrogène. Et ça c'est très important parce que vous le comprendrez plus tard quand on fera les exercices. Les liaisons GC, puisqu'elles ont les couples GC, puisqu'ils ont 3 liaisons hydrogène, eh bien ils sont beaucoup plus stables. Donc c'est beaucoup plus difficile de séparer un double brin où il n'y a que du GC. Beaucoup plus difficile à séparer, à ouvrir, que le même double brin qui contiendrait que du AT. D'où les températures de fusion, on verra ça quand on fera les exercices. C'est-à-dire que quand vous chauffez une solution d'ADN, eh bien vous avez l'ADN qui s'ouvre. Ça rompt les liaisons hydrogène. Eh bien, il faut une température beaucoup plus importante pour ouvrir un ADN qui contient que du GC par rapport à un ADN qui contient que de l'AT. Ok? Donc, 2 brins d'ADN unis par des liaisons hydrogène, échangées par les paires de bases. Les liaisons hydrogène s'établissent de façon très spécifique, par complémentarité. C'est-à-dire qu'on a A avec T, 2 liaisons hydrogène, et G avec C, 3 liaisons hydrogène. Autre chose très importante, on caractérise les ADN des différentes espèces. Donc là, on parle bien des espèces, l'homme, les différents animaux, les végétaux, les bactéries. Eh bien, on peut les caractériser avec un coefficient particulier qu'on appelle le coefficient de Chargaff. Alors, j'espère que vous l'aurez bien compris, mais vous verrez ça dans l'exercice, que A est toujours égal à T. Bah oui, si vous avez un ADN et que à chaque fois que j'ai un A, comme j'ai un T obligatoirement devant, ça veut dire que dans mon ADN, j'ai forcément autant de A et de T. Mais alors vraiment forcément, si d'un côté j'ai 10 A, ça veut dire que forcément de l'autre côté j'ai 10 T. Ok? Bon. Donc on aura toujours A égale T, mais on aura toujours aussi G égale C. Eh bien, il s'avère, les scientifiques ont remarqué que si on cherche à évaluer, calculer le rapport qu'il y a entre la somme A plus T divisé par la somme des G plus C, ça va nous donner un coefficient. Eh bien, tous les ADN des cellules d'une même espèce ont exactement le même coefficient de Chargaff. Donc, chez les animaux et les végétaux, il y a des coefficients de Chargaff qui sont très spécifiques, qui sont généralement supérieurs à 1. Chez les bactéries, c'est un peu plus large comme éventail. On a des coefficients de Chargaff qui peuvent aller de 0,35 à 2,70. Mais, par exemple, Escherichia coli, elle a un coefficient de Chargaff qui lui est très propre, très spécifique, et qui n'a rien à voir avec un coefficient de Chargaff d'une toute autre bactérie. D'accord? Donc, ça permet effectivement de s'orienter dans les orientations de type espèce bactérienne en déterminant ça permet aussi de déterminer s'il y a une impureté, s'il y a une contamination au niveau génomique. Ok? Et j'en ai fini avec ce cours.
Vous allez donc pouvoir faire, alors j'en ai fini avec une première partie de ce cours. Il nous reste encore plein de parties, il nous faut voir le cours sur l'ARN, et puis il y aura d'autres parties du cours qui seront toutes les propriétés des molécules, propriétés physico-chimiques des molécules, et puis toutes les méthodes d'analyse des acides nucléiques. Vous voyez qu'il nous reste encore beaucoup à faire sur ce chapitre d'acides nucléiques, mais dans cette première partie, pour ce qui est de l'ADN, c'est fini, et ça vous conduira donc à réaliser les exercices 1, 2 et 4. Je regarde ma pendule, 1h12. Ça fait effectivement un long cours, j'en suis vraiment désolé. C'était un cours très très important, et j'espère bien évidemment qu'il vous a plu, et je vous dis donc à bientôt. Ciao!